Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture et je sais pas par quel miracle mais j'ai de nouveau du retard dans les updates lecture, c'est-à-dire que je suis passée d'une période où je galérais à avoir quelques livres pour vous tourner en update lecture à une période où là je vais vous parler de livres lus fin juin. Voilà, je prends du retard. Je ne sais pas quand est-ce que je rattraperai ce retard là, peut-être avec les updates lecture du mois d'août parce qu'au mois d'août je lis jamais. Ou peut-être que je ferai une semaine de lecture parce que je serai à la bourre. Je ne sais pas. Bref. Du coup, j'ai 4 livres à vous montrer. Le premier, vous l'avez déjà vu parce que je l'ai lu sur le week-end du. Enfin, le week-end. Le week-end à 1000. J'allais dire le week-end du week-end à 1000. Oui, parce que comme je l'ai pas fait sur un week-end, ça me perturbe. Bref. Donc vous l'avez déjà vu et les trois autres, bah. Il y en a un que vous avez déjà aperçu et les deux autres, à part dans la page, évidemment, vous ne les avez pas vus. Bref, on y va. Le premier donc c'est Sherlock Lupin et moi, le tome 10, Le Seigneur du Crime de Irene Adler. J'aime beaucoup cette saga et j'ai fait une assez longue pause entre le tome 9 et le tome 10 parce que je voulais tenter de lire, enfin j'ai tenté de lire Sherlock et Moira de Ridley quelque chose ou quelque chose Ridley je crois, je sais plus où ça se trouve, c'est pas du tout ça, je sais plus l'autrice, l'auteur, je sais pas. Bref, du coup j'ai lu le tome 9 il y a quand même un moment et j'étais contente de retourner dans la saga et ça fait beaucoup de et. J'ai compris que, enfin en fait j'ai bien fait de faire une grosse pause dans la saga parce que pour des sagas comme celle-ci, des sagas principalement jeunesse, j'ai tendance à enchaîner les tomes, à lire à peu près un tome par mois, un tome tous les 2 mois, ce qui fait quand même beaucoup pour une seule et même saga. Et du coup au bout d'un moment, bah, je m'en lasse parfois sans même m'en rendre compte parce que je les lis trop vite, trop rapprochés. Et là, comme j'ai fait une grosse pause, franchement, j'étais hyper contente de retrouver les personnages, l'univers, l'ambiance, la petite enquête. Vraiment, c'était hyper cool. J'ai le tome 11. Évidemment, après ma lecture du tome 10, j'ai qu'une envie, c'est me jeter sur le tome 11. Mais je vais essayer d'attendre un petit peu. Je lirai pas en juillet, je lirai pas en août. Je vais essayer de pas le lire en septembre, de le lire qu'après pour prendre plus de plaisir à lire chacun des tomes plutôt que de les enchaîner rapidement, entre guillemets, à tout prix. Bref, dans cette saga, on suit donc le petit Sherlock Holmes, le petit Arsène Lupin et la petite Irene Adler qui ont genre 12-13 ans. Enfin, au début. Je crois que dans ce tome-là, ils ont 14-15 ans parce qu'on commence à parler de vie sociale et de rencontrer un homme pour Irene Adler parce que elle est en âge de elle est en âge d'accepter qu'on la courtise et pourquoi pas de se marier. Oui, bon, on est dans les années 1800 et quelqu'un. Bref, à Londres, on est, selon les tomes, entre Londres et Paris, ou dans la campagne anglaise, ou dans la campagne parisienne, française quoi. Vous avez compris. Ici, on est dans ce tome-là à Londres. Et donc, en fait, dans chaque tome, on a nos trois personnages principaux qui viennent d'univers différents, vous avez compris, et qui mènent une petite enquête à chaque fois, parfois sur un meurtre, parfois sur une disparition, parfois sur un accident, parfois. Voilà, ça dépend. Et là, en gros, ils s'ennuient et ils lisent le journal, je sais même pas quel journal c'est. J'ai envie de dire le Times. Il y a un Times à Londres? J'en sais rien. Bref, ils lisent le journal de Londres et ils découvrent qu'il y a un petit événement pas dramatique qui s'est passé, genre personne n'est mort, personne n'est gravement blessé, mais c'est bizarre. La situation est très bizarre et on se demande pourquoi ça s'est passé comme ça. Est-ce que c'est vraiment un accident? Enfin, ils se demandent est-ce que c'est vraiment un accident, est-ce que ça a été orchestré et tout. Et ils vont découvrir d'autres événements comme ça dans les journaux précédents ou dans celui du lendemain, je sais plus, qui a priori n'ont pas de lien, mais qui, en fait, la situation est aussi bizarre. C'est le même genre de, enfin, c'est pas le même genre de situation, mais la manière dont ça se passe, en vrai, si tu réfléchis bien, c'est peut-être lié. Donc, ils vont commencer à enquêter là-dessus, alors que la police est passée à côté de ce potentiel lien entre les affaires. Et voilà, on les suit là-dedans, ils enquêtent et tout. J'adore cet univers, vraiment. Dans ce tome-là, en plus, on a l'apparition de Moriarty. Il me semble qu'on l'avait déjà eu dans un tome précédent, je sais plus lequel. Mais là, Moriarty est vraiment là, c'est quand même un personnage important dans l'univers et tout. Enfin, dans le Sherlock Lupin, machin. Bref. Et vraiment, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette saga. J'adore le personnage principal, Irene Adler. Alors, je sais que dans l'univers de Sherlock, il me semble que c'est Sherlock, c'est pas forcément la gentille Irene Adler dans les livres de Conan Doyle. Mais ici, vraiment, je la trouve très cool. Elle est vraiment, j'adore ce personnage-là. Et avoir c'est vraiment elle qui porte le roman. Le roman est vraiment écrit de son point de vue à elle. Et du coup, Sherlock Holmes et Arsène Lupin, qui sont quand même deux mythes de la littérature anglaise en plus, sont vraiment au second plan.
t'as l'impression que les 3 personnages sont principaux au même rang, mais c'est pas le cas. Vraiment, le livre et l'histoire est portée par Irene Adler, c'est elle qui raconte, on a son point de vue, on est dans sa tête à elle, pas dans la tête des garçons. Et du coup, vraiment, je trouve ça cool qu'un personnage féminin s'impose dans un livre pareil, surtout dans les années 1800. Évidemment, elle va à l'encontre des règles de l'époque, vraiment. Elle va, dans ce tome-là, jusqu'à s'acheter les pantalons. Oh là là, grand malheur. Parce que c'est beaucoup plus pratique pour escalader des arbres, faire des courses-poursuites comme les garçons, plutôt que de se travailler avec ses jupons, ses robes, ses machins, ces trucs, pas pratique. Donc voilà, elle s'achète des pantalons, et c'est un scandale, évidemment, pour l'époque. Enfin voilà. J'aime vraiment ce genre de livre qui tourne en dérision les coutumes hyper sexistes et hyper machistes de ces époques-là. Vraiment, je trouve ça trop cool. C'est le cas aussi avec Gail Carriger. J'adore. Voilà. Ensuite, j'ai lu la guerre des clans, le tome 2 du cycle 1, donc à feu et à sang, de Erin Hunter. Je l'ai un petit peu traîné. Celui-là, j'ai eu un peu de mal à le lire, mais ça me dérange pas. Il y a des livres où, quand au bout de 6 jours, j'ai lu 150 pages, je me dis, ouais, bon, vas-y, je vais passer à autre chose, ça me saoule. Et il y a des livres pour lesquels c'est pas grave, ça me dérange pas. Je les lis un jour sur deux, je lis 20 pages par-ci, 30 pages par-là, je mets 2 semaines à les lire alors que c'est un livre jeunesse qui fait quoi, même pas 400 pages. Mais c'est pas grave, vraiment c'est pas grave. Je regarde combien de pages il fait maintenant. Voilà, il fait 360 pages et j'ai dû mettre 2 semaines à le lire. Alors c'est de la jeunesse, mais ça me dérange pas. Vraiment ça me dérange pas. J'aime bien retourner dans cet univers, je suis bien avec les personnages. C'est des chats, et moi je suis pas très chat dans la vie. Vraiment, toutes les personnes qui ont des chats et tout leur amour pour les chats, moi je comprends pas. Vraiment, c'est un concept flou pour moi, je ne comprends pas à quoi ça sert d'avoir un chat. En plus, comme je vis toute seule, alors là vraiment, si vous aviez le nombre de personnes qui me disent ah ouais, t'es toute seule, mais tu veux pas prendre un chat? Je réponds toujours à la limite, je prends un chien, mais pas un chat quoi. Enfin, genre vraiment, ça m'intéresse pas. Ça ne m'attire pas. C'est pas que je déteste les chats. En fait, c'est exactement comme avec Noël. C'est pas que je déteste les chats ou Noël, c'est juste que je kiffe pas ça autant que la plupart des gens, vous voyez. Bref, du coup, j'étais moyennement tentée par la saga, mais c'est quand même une grosse saga jeunesse et j'avais envie quand même de tenter, donc j'ai lu le tome 1 et franchement j'ai adoré. Vraiment, on suit des chats. Il n'y a que des personnages chats, il n'y a pas d'humains. Les humains en plus sont un petit peu les méchants de l'univers. Et donc voilà, on suit ça. Dans le tome 1, on rencontre un jeune chaton domestique donc, qui vit avec les humains et il vit près d'une forêt et il est curieux, il a envie d'aller voir ce qui se passe dans la forêt et tout, donc il va dans la forêt et il découvre qu'il y a des clans de chats. Donc il y a 4 clans. Est-ce que je vais retrouver tous les noms? Je suis pas sûre. Il y a le clan du tonnerre, non, le clan de la rivière, je crois, je sais plus les autres, mais il y en a 4 en tout. Donc voilà, il découvre ces chats qui vivent à l'état sauvage, dans des clans. C'est hyper organisé, quand même. Enfin, vraiment, la structure des clans est hyper organisée. Et il demande s'il peut intégrer le clan, sachant qu'il est un chat domestique et qu'il est mal vu par les chats sauvages, du coup. Mais il finit par intégrer le clan. Et donc on le suit là-dedans dans sa formation. Il devient apprenti et puis en fait les chats ils changent de nom au fur et à mesure. Donc c'est assez perturbant parce que par exemple au début tu rencontres, il a son chat, il a son nom de chat domestique que ses maîtres lui ont donné, puis il intègre le clan, il devient apprenti, donc on lui donne un nouveau nom, son nom d'apprenti, et puis ensuite quand il va devenir guerrier, il aura un nom de guerrier, et voilà, ils changent de nom comme ça. Il y a encore d'autres étapes où tu peux changer de nom. Quand tu deviens chef de clan, tu changes de nom aussi. Et du coup, vraiment, c'est hyper perturbant. Et je me suis fait la réflexion, c'est quand même un livre jeunesse, et il y a beaucoup de chats. Il y a beaucoup de noms, et les chats changent de nom, et puis il y a des nouveaux qui arrivent, et puis enfin, vraiment, il y a pas mal de noms là-dedans, et c'est pas des prénoms, genre il s'appelle Griffe de Tigre. Ça, c'est son nom, Griffe de Tigre, tu vois. Et tous les noms sont comme ça. Il y en a un qui s'appelle Un œil, il y a tous les chefs de clan s'appellent Plume quelque chose. Vraiment, enfin, c'est pas évident de savoir qui est qui dans cette Plume quelque chose, je crois que c'est les. Je sais plus. Bref, c'est pas évident de savoir qui est qui. Et comme ils changent de nom en plus, franchement, c'est assez perturbant. Mais j'adore cette saga. Vraiment, j'aime beaucoup suivre ce petit chat. C'est un peu comme avec Gail Carriger. Il se passe pas énormément de choses dans les bouquins. C'est pas dinguissime en termes d'événements, en termes de rebondissements, en termes d'avancées dans l'histoire, mais je suis bien dans l'univers, j'aime bien les personnages, j'aime bien les suivre dans cette forêt avec leurs saisons parce qu'ils donnent aussi un nom différent de nous humains aux saisons. Genre il y a la saison des neiges, bon tu sais que c'est l'hiver, tu vois, il y a la saison des feuilles qui tombent, un truc comme ça.
Donc ça c'est l'automne. Enfin voilà, l'été, je sais plus, le printemps, je sais plus. Je crois qu'il y a la saison de l'herbe verte qui doit être le printemps, et l'été, je sais pas ce que c'est. Du coup, voilà, c'est assez perturbant pour te situer dans l'espace-temps et tout, mais j'aime vraiment beaucoup. Et la dernière réflexion que je me suis faite en refermant le bouquin, c'est que ça s'appelle la guerre des clans. Il n'y a pas vraiment de guerre entre les clans. En fait, les clans sont assez unis, assez soudés. Alors, il commence à y avoir des petites divergences d'opinion au sein des clans, enfin entre les clans, mais c'est pas une guerre ouverte entre les clans. Il y a dans ce film-là, dans ce livre-là, une scène de bataille entre chats. C'est un peu deux clans contre deux clans, mais c'est pas vraiment une guerre ouverte depuis le début du tome 1, quoi, vous voyez. Bref, voilà. Je vais m'acheter le tome 3 parce que je l'ai pas encore acheté, je crois, ou alors peut-être je l'ai commandé, perçu, je sais plus, faut que je regarde. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette saga. On en est au 6e cycle pour l'instant, enfin au moment où a été édité ce livre-là, c'est-à-dire en, attendez, je cherche, en 2007. Donc je pense que depuis le temps, le cycle 6 est fini, et je sais pas s'il y a un 7e, un 8e, enfin vraiment. Et j'espère que dans les cycles suivants, on aura un autre personnage principal, parce qu'il y a d'autres chats que j'aimerais bien voir. Je voudrais savoir si on change de clan aussi pour changer de vision des choses. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire dans cet univers, et c'est quand même assez rare d'avoir un univers aussi riche, aussi complet, tellement riche et tellement complet que je me demande comment des enfants peuvent réussir à vraiment tout comprendre, à vraiment se rappeler de tous les personnages. C'est possible, hein, mais ça fait quand même beaucoup. C'est rare en jeunesse d'avoir des univers comme ça, et franchement, c'est cool. Ensuite, j'ai lu Les femmes artistes vues par une ado et par sa sœur de Alice Brière-Haquet et Apolline Haquet. Donc c'est dans les éditions Pulp Fiction avec leur petite biographie comme ça. Et en fait, j'avais mal compris le principe, c'est-à-dire que en fait, dans chacun des livres que j'ai lus jusqu'à maintenant, donc il y avait Shakespeare, je crois qu'il y a Cléopâtre aussi, il y en avait un sur la mythologie grecque, bref, on a Shakespeare par exemple, peut-être qu'il n'y a pas Shakespeare. Bref, il y a Cléopâtre, c'est sûr. Cléopâtre. Et donc on retrace la vie de Cléopâtre avec des chapitres. Et les livres sont construits comme si le personnage qui raconte l'histoire tenait une chaîne YouTube et que chaque chapitre est un épisode, une vidéo YouTube en fait. Et moi je pensais que du coup, pour celui-ci, on aurait dans chaque vidéo et donc dans chaque chapitre un portrait de femme artiste. Et en fait, c'est pas le cas. Vraiment, c'est pris chronologiquement depuis la préhistoire, donc enfin, peut-être même avant, je sais plus, depuis les grottes de Lascaux, les dessins dans les grottes de Lascaux par exemple, jusqu'à de nos jours, en passant par que les femmes. Et par exemple, je ne savais pas, je l'ai appris avec ce bouquin-là, comme quoi on peut en apprendre à tout âge avec des livres jeunesse, dans les grottes de Lascaux principalement, mais globalement dans toutes les grottes qu'on a découvert aujourd'hui avec des dessins, il semblerait que la grande majorité même des dessins réalisés aient été réalisés par des femmes. Et le gros biais qu'on a eu quand on a découvert ces grottes et ces dessins, et globalement toutes les découvertes historiques et archéologiques qui sont faites, le gros biais qu'on a, c'est qu'elles ont été découvertes à une époque où la place de l'homme et de la femme avait été définie par la société dans laquelle on était à l'époque où on a découvert ça, et où la place de la femme était à la maison, à faire la cuisine, à s'occuper des gosses, et les hommes faisaient avancer les choses. Vous voyez, ils travaillaient, c'est eux qui faisaient les trucs, et les femmes, en gros, elles servaient à rien, voyez-vous. Et donc, quand les hommes ont découvert ça, les hommes, c'est-à-dire des personnes de sexe masculin, parce que ça aussi, c'est pas pratique, bref, ont découvert ces dessins-là et toutes les découvertes qui ont été faites, ils ont inconsciemment ou consciemment, je sais pas, supposé et décrété que les grandes avancées qu'ils découvraient et qui avaient été faites dans le passé avaient forcément été faites par des hommes, parce que dans la société dans laquelle ils vivaient, il y avait que les hommes qui faisaient les trucs, donc c'était forcément le cas avant. Il y a des gros biais, il y a un guerrier comme ça qui avait été, un semblant de guerrier qui avait été découvert dans une tombe, c'était un guerrier des Vikings, et c'était une tombe avec beaucoup d'honneur, il y avait un casque, il y avait des armes masculins pour l'époque à laquelle ça a été découvert, et donc ils ont dit c'est un homme qui a été enterré là, un grand chef de clan, apparemment un grand roi et tout, et quelques années plus tard, même quelques dizaines d'années plus tard, on a prouvé que ce guerrier était en fait une guerrière et que c'était une femme. Et du coup, et là franchement c'est aller loin dans le refus d'accepter que des sociétés qui ont existé avant nous mettaient la femme à l'honneur et pas l'homme, et du coup ils ont dit du coup ça devait pas être une grande guerrière, ça devait être la femme d'un grand guerrier.
Et ça me rend ouf, vraiment. Bref, donc, il semblerait que dans les grottes, la majorité des dessins ont été faits par des femmes. C'est comme ça. Bref, et donc voilà, on retrace pas mal d'artistes féminines. La plus connue qui est présente ici, évidemment, je le savais, c'est Frida Kahlo. Mais il y en a vraiment pas mal d'autres. Et alors, je sais pas si je devrais avoir honte de moi de pas savoir ça. Ou alors si c'est parce qu'on m'a mal appris ça. Et franchement, c'est terrible, vraiment. Mais j'ai appris dans ce livre que Camille Claudel est une femme. Dans ma tête, Camille Claudel était un homme. Je vous jure, vraiment, je sais pas pour vous. Peut-être je suis la seule à avoir confondu, mais en fait, tout ce que je savais de Camille Claudel, c'est son œuvre, son art, ce qu'elle a fait, du coup, toutes ses peintures, toutes ses sculptures et tout. Et comme personne n'avait, c'est terrible, vraiment, je vais poser le livre parce que c'est terrible, comme personne n'avait pris la peine de me préciser que Camille Claudel était une femme, et que j'avais l'habitude qu'on ne parle que d'œuvres masculines, et ben dans ma tête, c'était un homme. Si on m'en parlait, c'est forcément que c'était un homme. Et vous allez me dire, Audrey, t'avais qu'à te renseigner. Pourquoi? Pourquoi on n'avait pas précisé que c'était une femme? Enfin, je veux dire, c'est quand même pas compliqué de préciser que c'était une femme. Et il y a aussi là-dedans tout le fait que quand une femme réussit, quand une femme fait quelque chose, c'est parce qu'elle est la fille de, parce qu'elle est la femme de, parce que machin l'a aidée. Et toutes les fois où des hommes ont travaillé sur un projet avec une femme et ont écrit que leur nom en bas, parce que on s'en fout. Et tout ça, vraiment, c'est assez ouf. L'historique et les gens qui disent... En fait, moi, ce qui me rend ouf avec les gens qui disent « Ouais, mais c'est bon, le féminisme aujourd'hui, ça va, c'est bon, gna gna », au-delà des lois annulées par-ci par-là dans les pays, bref, on va pas revenir là-dessus, c'est que nous, tout ce qu'on demande aujourd'hui, en tant que féministe, c'est une égalité homme-femme. Alors que ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on n'a pas cette égalité. Et moi, je pense que si on voulait vraiment avoir une égalité, il faudrait qu'on ait des centaines et des centaines d'années de supériorité féminine sur les hommes pour revenir à un équilibre et après avoir une égalité. Mais c'est pas ce qu'on demande. On demande juste une simple et pure égalité et équité et ça vaut pour ramener à leur place toutes les femmes du passé, en fait, dont Camille Claudel fait partie. Et je m'en veux d'avoir cru que c'était un homme. Et je me dis que si je crois ça, je dois pas être la seule et qu'il y a un problème d'éducation, il y a un problème d'instruction là-dedans, parce que par exemple, ça m'est jamais venu à l'idée de me dire que Picasso était une femme. Jamais. Dans l'autre sens, jamais. Jamais. Même par exemple de Vinci, c'est pareil. Jamais ça m'est venu à l'idée de me dire que c'était une femme. Jamais. Enfin, bref. Ce livre était très instructif. Par contre, je suis un peu deg parce que faut que je contacte la maison d'édition. En fait, j'ai un problème, j'ai un exemplaire défectueux, je vois pas d'autres problèmes. Ou alors je le ramène là où je l'ai acheté. Le problème, c'est qu'évidemment, j'ai plus le ticket de caisse. Je vais essayer de vous montrer le problème que j'ai. Et je pense que c'est déjà arrivé à certaines personnes. Je comprends pas comment c'est possible. Mais en fait, là, vous voyez. Voilà. Donc là, c'est le chapitre 9 à la page 155, voyez-vous. Et donc là, je tourne pas mal de pages quand même, vous voyez. Hop, et on revient au chapitre 9, page 155. Quand j'ai vu ça, au début, je me suis dit, bah, ils se sont plantés, ils ont rajouté des pages, en fait. Mais en fait, pas du tout. Dans mon bouquin, je passe de la page 168 à la page 145. Regardez, je vous montre. Et en fait, les pages qui sont en double, elles sont à la place des pages que j'aurais dû avoir. Du coup, j'ai pas pu finir mon bouquin. Je suis un peu deg parce qu'il me manque toute la fin, globalement. En gros, j'ai les chapitres 8, 9 et 10 en double. Voilà, je suis un petit peu dégoûtée. Je pense que je vais contacter la maison d'édition, ça serait bien. Et en fait, ça revient, j'ai la toute fin du bouquin, puisque après, je passe de la page 168 à la page 194. Mais au milieu, j'ai pas en fait. J'ai pas. Donc voilà, faut que je contacte Poulpe Édition ou alors que je retourne au Cultura où je l'ai acheté parce que pour une fois, je l'ai acheté dans un magasin physique. Le souci, c'est que j'ai pas le ticket de caisse. Mais voilà, faudrait que je cherche le ticket de caisse. Mais moi, j'ai tendance à jeter mes tickets de caisse. Ou alors, ça se trouve, je l'avais même pas demandé. Je sais pas. Bref, faudrait que je voie ça. Et le dernier livre pour aujourd'hui, c'est Lucky in Love de Casey West. C'est la deuxième romance que je lis de cette autrice-là. Et la première, je l'avais lue en juin 2021, pendant mes vacances. Je pense que ça va devenir une espèce de rituel, une espèce d'habitude,
d'emmener avec moi pendant mes vacances du mois de juin, parce que je pose toujours mes vacances au mois de juin, une romance de Cassie West. Franchement, c'est hyper fun, c'est hyper cool, et je suis pas certaine qu'à un autre moment de l'année ça passerait avec moi. Donc tant qu'à les lire, autant les lire à un moment où je peux les lire, c'est quand même mieux. Je l'ai moins aimé que le premier. Le premier c'était L'amour, la vie et ma liste, donc de Cassie West, que j'avais vraiment adoré. Ici, j'ai un peu moins aimé. En fait, c'est pas vraiment des romances, c'est plus du contemporain, d'une adulte. En fait, on suit plus la vie du personnage principal féminin, qui a des petits sentiments, un petit crush avec un homme les deux fois, plus que leur couple et leur romance. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, en gros, on suit Maddie, qui va avoir 18 ans, et elle est à fond dans les cours. Vraiment, son but dans la vie c'est d'aller à l'université, et ses parents n'ont pas les moyens de lui payer l'université. Elle pourrait faire un prêt, mais elle a choisi de se donner à fond dans ses cours et dans ses notes pour avoir un dossier de malade, genre un A de moyenne, et obtenir une bourse pour l'université de UCLA. C'est là qu'elle veut aller, donc c'est l'université de Californie, je crois. C'est là qu'elle veut aller. Et donc voilà, elle fait tout pour ça. Et donc c'est le soir de ses 18 ans. Elle est pas très populaire, c'est un peu le cliché de la fille, hyper à fond dans les cours, hyper intello, et donc qui a pas beaucoup d'amis. Elle est pas, c'est pas non plus le cliché de la fille détestée dans son lycée, mais elle est entre les deux quoi. Et donc elle a deux meilleures amies, elle a prévu une petite soirée pour ses 18 ans, histoire de marquer le coup quand même. Sauf que ces deux amies lui posent en gros, elles viennent pas, elles ont une excuse toutes les deux, mais aucune des deux ne vient le soir de ses 18 ans. Et donc elle décide de finir par. Elle va dans une petite supérette s'acheter des petites friandises et tout. Et elle a déjà été une fois ou deux dans le livre au début, dans cette même supérette, et elle tombe sur la même caissière qui insiste de nouveau pour qu'elle achète un billet de loterie. Et elle dit non, ça sert à rien, j'ai plus de chances de me faire foudroyer par la foudre donc, que de gagner à la loterie. Mais elle finit quand même par acheter un billet, et évidemment, elle gagne 50 millions de dollars. Voilà. Et je trouve qu'elle a une réaction hyper posée, hyper calme face à ça. Elle n'a pas vraiment de folie dépensière. Elle se dit pas je vais m'acheter un grand appartement, je vais investir. Elle se dit pas je m'achète une super voiture tout de suite. Voilà, elle n'a pas de folie comme ça. Évidemment, elle va un petit peu dépenser son argent. Elle va quand même acheter une voiture par exemple. Mais elle n'a pas cette folie dépensière dès le début. Son premier acte, par exemple, c'est de donner 1 million à son père, 1 million à sa mère et 1 million à son frère. C'est la première chose qu'elle fait, ce qui est ouf quand même. Mais vraiment, elle reste posée, elle continue d'aller à l'école. Alors, elle a un peu plus de mal à se concentrer, un peu plus de mal à faire ses cours. Mais vraiment, elle voudrait que ça ne change pas sa vie. Mais évidemment, tout le message du livre, c'est que même avec les meilleures intentions du monde, même si tu ne veux pas changer toi, même si tu ne veux pas que ça change ta vie, bah ça change ta vie parce que ça change la perception qu'ont les autres de toi et tes relations avec les autres, et elle finit par réaliser que elle doit faire attention aux gens, à pourquoi on vient lui parler, pourquoi on vient lui demander un conseil, pourquoi on vient lui demander de l'argent, pourquoi on se rapproche d'elle, pourquoi d'un coup elle est hyper populaire. Voilà, c'est le message du livre. Je l'ai dit, j'ai un peu moins aimé, il y a aussi une petite romance au milieu de tout ça. Ah oui, par exemple, elle avait un petit boulot parce que ses parents n'ont pas beaucoup d'argent, et que du coup elle avait un petit boulot pour avoir un peu d'argent elle-même, voyez-vous. Et ça ne lui a même jamais traversé l'esprit de quitter son boulot qui lui rapporte que dalle parce qu'elle travaille une matinée par semaine, tu vois. Ça lui a même pas traversé l'idée de quitter son boulot parce qu'elle a gagné 50 foutus millions de dollars. Bon, avec les taxes et tout, elle n'a pas eu réellement ça sur son compte, mais bref, voilà. Ça fait du bien d'avoir un personnage qui a la tête sur les épaules, aussi jeune. Vraiment, j'ai trouvé ça assez cool. Et puis la petite romance est pas mal du tout non plus. Et pour moi qui lis très très peu de contemporains et très très peu de livres avec quasiment que des filles, on a quand même on a Maddie, ses deux meilleures amies, et plus une autre fille qui vient se rajouter une fois qu'elle a gagné de l'argent. Ça m'a fait du bien de lire un livre qu'avec des filles. Voilà. Bref, j'ai bien aimé. Je me suis peut-être un petit peu emportée tout à l'heure sur le féminisme, du coup l'update est un peu long. J'espère qu'il vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.